Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Comme promis, l'épisode numéro 3 et nous allons traiter de l'attaque des Sukhoi 27 ukrainiens sur l'île de Snake Island. Nous sommes donc au sud-ouest de l'Ukraine, sur un territoire qui était avant ukrainien, qui a été pris par les Russes après quelques jours de combat. Nous allons analyser la vidéo, voir le matériel, parler un petit peu des tactiques parce que tactiquement c'est assez évolué cette opération, et ensuite je vais vous donner mon ressenti sur ce que cette vidéo nous apporte, sur ce que cela peut nous dire sur ce conflit entre l'Ukraine et la Russie. Allez, jingle. Alors juste avant de lancer le jingle, je vais vous parler de notre partenaire sur cette vidéo, partenaire qui nous permet d'avoir des monteurs, de créer des emplois et de vous créer ce contenu qui, je l'espère, vous plaît. Aujourd'hui, c'est NordVPN. Je pense que vous commencez à les connaître, ils nous aident beaucoup sur cette chaîne. Et NordVPN, c'est le meilleur atout du voyageur, le meilleur atout du personnel navigant, qui soit technique ou commercial. Technique, les pilotes, commercial, les hôtesses et les stewards. Vous, en tant que passager, vous devriez également en profiter, si vous voulez mon avis, parce que ça vous permet tout simplement de sécuriser votre connexion, mais également, quel que soit votre lieu sur Terre, et même en France, au Canada, où vous voulez, de dire à Internet que vous vous connectez depuis un tierce pays. Alors, concrètement, c'est quoi l'avantage? L'avantage, c'est, imaginons, vous voulez vous renseigner sur ce qui se passe dans les pays de l'Est en ce moment, vous pouvez aller chercher des sites web qui, à l'heure actuelle, ne sont pas accessibles en France. Vous pouvez contourner les problématiques liées aux restrictions à l'heure actuelle. Alors, pourquoi est-ce que ça peut être intéressant? Tout simplement pour prendre du recul, pour aller chercher des sources d'informations différentes, ou alors pour avoir accès à du contenu différent sur Internet, suivant les abonnements que vous avez. Voilà, j'espère que ça vous éclaire un petit peu sur l'utilisation possible de NordVPN. Dans tous les cas, vous avez les liens juste en dessous. N'hésitez pas à regarder, il y a des offres très intéressantes en ce moment et ça vous permet encore une fois de vous protéger sur Internet. Allez, maintenant, on envoie le jingle. Comme vous pouvez voir sur ces images, filmées depuis un drone de construction turque, le TB2 dont nous allons reparler, qui regarde un cap est, au cap 0,96, qui est plutôt en basse altitude. Nous avons l'arrivée de deux Sukhoi 27 flanqueurs, des gros avions, des gros chasseurs de construction, on va dire de design soviétique, qui font un loft, donc ils font une ressource qui tire des bombes à ce moment-là, probablement de la 500 kg, qui impactent différents objectifs. Vous avez explosion initiale, puis explosion secondaire, et cela vient conclure en fait plusieurs jours d'agression, d'harassment, comme on dit dans le langage aéronautique, sur cette île de Snake Island, qui à l'heure où j'enregistre, nous sommes le 21 mai, est toujours russe. Alors Snake Island, vous voyez des photos, c'est une petite île qui apparemment aurait du potentiel touristique, qui a été capturée dans les premiers jours. Je pense que vous vous rappelez des gardes-côtes qui ont dit aux navires russes d'aller se faire... voilà. Ça se situe à 35 km de l'Ukraine. Et pourquoi est-ce que c'est très important? Alors on est à peu près 300 km à l'ouest de la Crimée. C'est très important parce que cette île a un impact sur les eaux territoriales. Eaux territoriales, c'est 12 nautiques, c'est 22,220 mètres, 22 km de la côte. Et ça vous amène en fait à contrôler un passage maritime qui vous amène vers Odessa, qui vous amène vers Mykolaïev, qui vous amène également vers Kherson. Donc le fait de contrôler ça, et si à un moment après il y a un cessez-le-feu haute, ceux qui auront Snake Island auront vraiment la capacité à verrouiller toute la partie sud de l'Ukraine. Donc si vous avez des Ukrainiens qui à instant T la signent et que Snake Island reste russe, ils vont avoir quasiment la porte maritime fermée. Or, comme vous le savez, la plupart du transport, les exportations de blé, toutes ces choses-là, ça passe principalement par le maritime. Donc un énorme impact géostratégique, géopolitique pour cette île, très importante, d'où volonté, cette pression constante des Ukrainiens pour essayer de récupérer cette île qui, comme je vous le disais, est toujours russe à l'heure actuelle. Alors le matériel, d'abord le TB2. Le TB2, nous en avons beaucoup parlé sur la chaîne. Je pense que maintenant vous commencez à connaître ce petit drone qui a fait son premier vol en 2014, qui avait accumulé en fin 2021 plus de 400 000 heures de vol, qui est connu
a connu le combat en Libye, qui a connu le combat dans le Haut-Karabakh, qui a connu énormément de combats en Ukraine. Ce que je voudrais préciser, eh bien, c'est qu'il y a des nouvelles versions, le TB2S, hein, qui a une liaison de données satellite, pas besoin de faire de line of sight, pas besoin de voir les émetteurs. Donc ça vous permet d'aller à 150, 300 km de la station de contrôle, ce qui permet de faire des raids loin de votre station de contrôle. Il est propulsé comme un ULM. Pensez un petit peu ULM, ça fait 700 kg à la masse maximum au décollage. Vous avez peut-être vu ma vidéo sur les ULM, c'est 600 kg un ULM maximum. Bien là, c'est des aéronefs propulsés par un Rotax 912, hein, donc un petit ULM, petit avion, vous avez ça, qui croise à 70 nœuds, plus lent qu'un ULM, mais qui peut monter jusqu'à 120 nœuds. Donc c'est vraiment une sorte de gros avion d'aéroclub, ou même plutôt de petit avion d'aéroclub, un gros ULM, et ça a prouvé son efficacité avec ses très bons senseurs, mais également sa capacité à tirer de l'armement, comme on l'a vu ces derniers temps. L'autre protagoniste dans cette vidéo, eh bien, ce sont les Sukhoi 27. Les Sukhoi 27 qu'on n'avait pas vu en Ukraine depuis un bout de temps. Et je vous rappelle qu'il y a une annonce qui a été faite, c'était autour du 20 avril dernier, bien que les États-Unis avaient permis la livraison de pièces qui avaient permis de remettre en œuvre de nouveaux aéronefs. Donc les MiG-29 avaient continué à voler, les Sukhoi 27 on ne les voyait plus trop, et bien là c'est un peu le retour en force des Sukhoi 27 qui ont pu récupérer, je pense, leur aptitude à voler grâce à des pièces qui ont été fournies. Le Sukhoi 27 c'est le gros chasseur, hein. MiG-29 petit chasseur, Sukhoi 27 gros chasseur. On est sur 30 tonnes à masse max, hein. Je vous rappelle qu'un Rafale c'est 24 tonnes, Mach 2.08 à haute altitude en vitesse maximum. À très basse altitude au niveau de la mer, on est quand même supersonique, hein, du Mach 1.13 en maximum. Un avion plutôt pensé pour le combat aérien, la supériorité aérienne, l'interception, l'accompagnement, mais également qui a des capacités air-sol avec de la bombe de 500 kg, par exemple de la FAB 500. Je voudrais quand même faire une petite aparté quand on parle du Sukhoi 27 ukrainien pour parler du Grey Wolf. Le Grey Wolf, c'était le surnom donné au colonel, alors pardon pour la prononciation, Alexander Okenchenko, voilà, j'ai du mal à prononcer, qui était pilote de démonstration ukrainien en Sukhoi 27, donc entre 2013 et 2018, et qui faisait rayonner l'Ukraine à l'étranger. Moi, je l'ai découvert en 2017. En 2017, il y a UK Air Show Review, qui est de la presse spécialisée en ligne, qui avait fait tout un papier sur les plus belles démonstrations aériennes de la saison 2017 en Angleterre. Votre serviteur avait eu la chance d'être nommé deuxième plus belle démo avec les Rafales, et c'est là où j'ai découvert qu'il y avait une magnifique démonstration que je suis allé voir après sur internet, et après que j'ai eu la chance de voir l'année d'après au Riot en 2018, et c'était une démo absolument magnifique. Il a largement mérité la première place, et comme je vous disais, je l'ai vu être derrière en 2018 au Riot, et c'était un très beau moment. Voilà, quand vous êtes du métier, tout ça, on est rarement vraiment étonné par une démonstration. C'était quelqu'un qui avait un très beau sens de l'air, un très beau sens de la démonstration. La démonstration, c'est un sport à part, hein, c'est un peu comme de la voltige. Il y a un sens de spectacle également, de tenir le box, de présenter des choses différentes. Et c'était vraiment magnifique. Donc ce pilote de Sukhoi 27 est décédé en service aérien commandé après être revenu pendant sa retraite. Donc ouais, c'était juste en petit aparté. Quand on pense Sukhoi 27 ukrainien dans le milieu, on pense souvent à ce colonel au Grey Wolf. Rien à voir avec le Ghost de Kiev, hein, dont on a déjà parlé sur la chaîne. Très bien, nous avons parlé TB2, nous avons parlé Sukhoi 27. Qu'est-ce que l'on voit au sol? Au sol, vous avez différents types de systèmes sol-air qui sont utilisés par les Russes. Vous avez du ZU-23-2, c'est un design des années 50, ça a été produit dans les années 60. On est sur du bitube 23 mm, c'est vraiment ce qui se fait de plus ancien, hein. C'est un peu technologie Seconde Guerre mondiale. On tire des obus, hein, de 23 mm contre des avions, donc c'est vraiment pour du très proche plutôt contre de l'hélico ou du sniper dans un bâtiment, hein. Ça a déjà été utilisé contre des snipers. Vous avez également du SA-13, le Gopher. Le SA-13 Gopher, son petit nom c'est le Strela 10, Strela ça veut dire flèche. Alors lui c'est un engagement soit avec du guidage optique, soit avec du guidage infrarouge, entre 8 et 10 km. Donc on est vraiment sur de la bulle d'autoprotection, c'est très court, hein, vraiment pour se défendre. C'est-à-dire qu'un avion qui tirait un missile, vous ne pouvez même pas l'atteindre, hein, il est trop loin. Ça c'est un type de système d'ancienne génération qui a été construit à plus de 350 exemplaires. Et voilà, il y en a qui ont été détruits sur Snake Island. Et également du SA-15 Gauntlet, qui lui est la nouvelle génération, le remplaçant, si on peut dire, du SA-13, donc qui est amélioré, et qu'on appelle également le Thor M1, qui date en termes de design plutôt de 1986, donc il y a 35-36 ans.
À noter pour le SA-13 Gopher, il a déjà été victime de drones TB2, notamment pendant les affrontements entre les Arméniens là, dans le Haut-Karabakh. Il y en a trois qui ont été détruits par des TB2. Donc le retour d'expérience, quand il est pris en compte, il permet justement d'anticiper tout ça. Donc ils savent que TB2 versus SA-13, c'est pas forcément une situation d'avenir. Mais j'insiste sur le fait que aucun système d'armes, un Sukhoi 27, un SA-13, un TB2 n'est magique. Hein. Ils ne sont pas en alerte H24. Le personnel ne peut pas être en alerte H24 pour plein de raisons. C'est aussi ça le combat, c'est comprendre quelles sont les vulnérabilités de l'adversaire pour les exploiter. Voilà, nous avons un petit peu fait le tour du matériel. Maintenant, d'un point de vue tactique, cette attaque de Snake Island, elle n'est pas sortie de nulle part. Dans un premier temps, il y a du renseignement et de la reconnaissance. Donc on sait, c'est avoué par les Américains qui profitent beaucoup de renseignements américains. Permet d'avoir une idée de ce qu'on appelle des patterns of life, des cycles de vie, de quel type de matériel arrive, de quand est-ce qu'ils les allument, de la durée des allumages, de est-ce qu'il y a des avions radars en l'air, ce genre de choses. Ensuite, derrière, vous allez faire un ingress. Vous allez décider d'aller vers la zone. Pour aller vers la zone, soit vous y allez discrètement, très bas, très rapide ou lent, hein, si vous êtes un drone, mais de manière la moins détectée possible. Vous rentrez discretos. Soit vous faites un raid en profondeur, chose que ne font pas trop les Ukrainiens, là ils peuvent pas, mais vous allez avec de la sweep. Donc vous envoyez des avions de défense aérienne pour protéger votre package, votre groupe d'avions air-sol. Donc là dans un cas comme ça, on est plutôt dans un ingress discret, on envoie le drone. Le drone, pendant plusieurs jours, va faire ce qu'on appelle du harassment, il va faire de l'agasex, il va essayer de trouver des cibles et les détruire, donc principalement faire du SEAD, Suppression of Enemy Air Defense. Il va attaquer les défenses anti-aériennes russes, et donc il va taper du SA-13, il va taper du SA-15, il va taper des bateaux pour gêner l'approvisionnement, et il va venir voilà, fatiguer la chaîne logistique, détruire les protections de l'île. Une fois que vous avez bien fait ça, que vous voulez augmenter un peu le niveau d'intensité, ou également avoir un coup politique assez fort avec cette ressortie du Sukhoi 27, eh bien vous allez envoyer votre drone, vous allez détruire les derniers sites vraiment solaires qui pourraient être gênants pour les Sukhoi qui font une attaque basse altitude. Donc voilà, détruire du SA-13, c'est très bien. Ensuite, vous allez vous installer pour filmer, pour pouvoir faire du BDA, Battle Damage Assessment, et également pour pouvoir faire des images pour la com, la guerre des images, la guerre de la communication. Là, vous amenez vos Sukhoi 27. Alors pourquoi les Sukhoi 27 ? Probablement parce qu'ils arrivent d'assez loin, gros chasseurs, plus de pétrole, plus d'allonge, et donc ils arrivent par la très basse altitude. Ils prennent un axe d'attaque avec probablement le soleil derrière eux, avec également un axe qui est plutôt sud, ce qui veut dire qu'ils n'arrivent pas du côté de la côte, donc ils ont fait le tour, ce qui peut surprendre les défenses adverses. Et également, ils n'arrivent pas du côté du drone, hein. Le drone est en attente dans l'ouest. Eux, ils arrivent du sud pour surprendre encore une fois, parce que si vous avez des radars de conduite ou autre, le but du jeu, c'est de surprendre, c'est d'arriver par derrière à chaque fois. Là, vous avez le strike. Le strike, c'est quoi? C'est de l'approche très basse altitude, c'est ce qu'on faisait en super étendard. On faisait ça, on faisait beaucoup ce qu'on appelle des pays mémo. On arrivait, même de jour comme de nuit, on arrivait, un peu avant la cible, vous commencez à faire un cabré. Pendant ce cabré, vous autorisez le départ de l'armement, la bombe part et va sur l'objectif que vous visiez, que vous avez recalé avec la centrale à inertie haute. Il y a différentes méthodes. Mais ça s'appelle, si vous voulez rechercher, c'est du loft. Nous, on parlait de loft, sinon c'est du toss bombing. Le toss bombing, ça peut même être fait, vous faites des boucles, vous envoyez les bombes. Il y a plein de méthodes, c'est old school. Hein. C'est vraiment à l'ancienne. Et là, on voit que les bombes mettent du temps à tomber. Donc, c'est probablement de la bombe freinée de 500 kg, quelque chose comme ça. Donc, une attaque à deux, c'est classique, hein, ce qu'on appelle la patrouille légère, deux avions, l'un derrière l'autre légèrement décalé. Le danger, c'est quoi? Le danger, c'est les explosions secondaires. Le fait de passer bas, vous pouvez rentrer dans ce qu'on appelle la frag, dans la zone d'explosion des secondaires, et ils ont de la chance, et vous voyez que les secondaires mettent un petit peu de temps à arriver. Donc, il y a une prise de risque hein, sur ce genre d'attaque. Si vous arrivez très bas, forcément, vous approchez du volume d'armement ou du volume des dégâts dus à votre propre bombardement. À noter quand même que vu la géographie de l'île, je pense qu'ils sont arrivés même sous le niveau des systèmes solaires, donc vraiment cachés au maximum par le relief, hein, même vous voyez, par rapport à une île, il peut y avoir du relief, vous le mettez un peu plus bas. Après, derrière, ils sont probablement partis, ils sont rentrés directement, pas de re-attaque, rien du tout, retour à la maison. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'igresse. C'est pas tout de venir et de détruire l'adversaire, il faut aussi survivre au retour à la maison. Et donc, ils ont sûrement choisi un créneau horaire, un moment où il n'y avait pas de A-50, pas de mainstay, pas d'avion radar russe en l'air, en tout cas dans cette zone-là. Et
probablement pas de cap, de combat air patrol d'avions de défense aérienne dans ce coin-là. À la question, est-ce que la présence du Moscow aurait pu aider ou changer quelque chose, vu ses positions, il était quand même assez loin de l'île, hein, plusieurs dizaines de kilomètres, ce qui se fait que pour un assaut très basse altitude comme ça, des Sukhoi 27 qui arrivent d'Ukraine, qui volent très bas, qui font le tour et tout, honnêtement, je pense pas que ça aurait changé grand-chose, parce que le S-300, tout ça, et leur système n'était pas fait pour attaquer des avions aussi bas, aussi loin. Voilà, j'espère que d'un point de vue tactique, ça vous donne une bonne idée de ce qui a pu se passer. On voit clairement que là, nous sommes rentrés dans une guerre d'usure. Attention à toutes les images que l'on voit, ce sont des images qui nous permettent d'avoir un prisme sur les événements qui est absolument biaisé. On nous montre ce qu'on veut nous montrer, on voit les réussites, on ne voit pas les échecs. Il faut faire très attention. Ce que l'on peut en sortir quand même, c'est, vous voyez, après plus de 2 mois de combat, les Ukrainiens arrivent encore à mettre en œuvre des Sukhoi 27, ce qui est un peu une surprise, et faire des coups de piqûre qui fatiguent, qui épuisent, qui vont vers l'épuisement des Russes, hein, qui contribuent à leur fatigue opérationnelle. Et ça me fait penser à la citation d'Olivier Basse qui dit qu'une demi-décision, ça vous donne du bordel au carré. Le fait, initialement, lors du début de la guerre, de ne pas avoir fait une tactique, une stratégie un peu à l'américaine, un peu à l'occidentale, qui est on va tout casser en face et comme ça après on rentrera sur les ruines. C'est un petit peu ça quand même, hein, la méthode occidentale, c'est on attaque tout à coups de missiles de croisière, on défonce tout et puis après derrière on vient et il y a moins de résistance. On profite de cet effet de surprise. Le fait qu'ils aient pas vraiment fait ça, pour différentes raisons. L'un, première, hein, ça serait dû au renseignement américain qui a permis aux Ukrainiens de bouger leur matériel et tout un peu à la dernière minute. L'autre raison, c'est peut-être une volonté d'agression qui n'était pas totale. Donc c'est pour ça que je vous parle de demi-décision, bordel au carré. Ça crée des problèmes derrière. En gros, c'est comme dans un combat de rue. Sinon, du combat de rue, vous êtes face à quelqu'un qui vous insulte, qui vous énerve, vous êtes le premier, en gros, vous sortez une arme, vous la battez, fin du problème. Si maintenant, eh bien, vous le poussez ou vous lui mettez une gifle, il risque de répondre, et derrière, voilà, bordel au carré. Je pense que vous avez l'idée. Et là, je pense que c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que la première phase n'a pas été assez décisive, n'a pas été assez intense pour supprimer, pour empêcher, pour couper toute l'herbe, pour saper les fondations de l'armée ukrainienne. Et là, c'est un parfait exemple du coup de ce que ça vous coûte derrière. Donc vous savez que j'aime bien les films, vous savez que j'aime bien la pédagogie, essayer de vous amener les choses sur un angle différent. Là, ce que je vois, mais ce à quoi cet assaut me fait penser, c'est Rocky Balboa. Plus jeunes d'entre vous connaissent peut-être pas, je vous invite à regarder. Et vous avez Apollo Creed qui se bat contre Rocky. Donc je vais pas vous dire quelle nation et quel combattant, c'est pas du tout l'idée. Ce que je veux vous dire, c'est que dans un match de boxe, et là ça se joue à l'usure, vers les derniers rounds, je vais pas spoiler, mais dans un match de boxe, les règles elles sont connues. Vous savez que ça va durer 10 rounds. Là, à l'heure actuelle, ce que l'on est en train de voir, c'est ce match de boxe entre Apollo en fait et Rocky, ça se tape dessus. Mais il n'y a pas de règle sur le nombre de rounds que ça va durer. Et personne ne sait combien de rounds ça va durer. Et la vraie problématique, et ce que l'on voit avec les Sukhoi 27 qui ressortent, avec tout ce qui se passe avec ce qu'on appelle la co-belligérance ces derniers temps, c'est qu'à l'heure actuelle, les règles, elles sont décidées par qui en fait? Dans la boxe, les règles, elles sont décidées par la fédération. Et cette fédération, elle est en train de discuter pendant le match sur quelle durée est-ce qu'on devrait faire? C'est quoi l'état final recherché? Mais le problème, c'est que c'est pas juste la fédération qui discute, c'est invité d'une certaine manière à la table de la discussion et de décision les investisseurs, des sponsors et également les parieurs. Et à partir de là, ils sont en train de faire pression, hein, vous avez bien compris de quoi je parle, ils sont en train de faire pression pour faire évoluer le nombre de rounds, pour faire évoluer les règles en cours de jeu. Donc la vraie difficulté, c'est ça, on est vraiment rentré sur cette usure, on ne sait pas, et c'est impossible de dire quand ça va s'arrêter. Il y a possibilité de dire c'est fini n'importe quand, hein, si les deux parties disent on est d'accord, un des deux jette l'éponge, ou les deux disent on arrête. Mais l'autre problématique, c'est quoi? C'est que ces deux combattants, et on le voit bien dans les autres Rocky derrière, quoi qu'il advienne, ils vont avoir des ressentis l'un envers l'autre. Je croyais que t'avais accepté que t'avais digéré ta défaite. Bah, c'était pas vrai. Ah, c'était pas vrai. Donc voilà, j'espère que cette petite ouverture vers Apollo versus Rocky vous aura plu. Ce que je veux vraiment vous faire comprendre, c'est que le nombre de rounds n'est pas connu, mais c'est surtout qu'il y a des personnes, des investisseurs derrière dans l'ombre, hein, des parieurs qui ont des intérêts en jeu et qui vont tout faire pour faire évoluer le nombre de rounds, qui vont tout faire pour faire en sorte d'atteindre leurs objectifs personnel, si on peut dire. Voilà. Pas facile de rester apolitique et technique. C'est pour ça que j'ai essayé de vous faire les exemples les plus grands possibles. Je vous souhaite
eh bien, une excellente journée. Je vous dis à la prochaine. J'espère que cette petite série vous a plu. N'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à partager la vidéo. Et sur Facebook, maintenant, nous allons essayer de faire du contenu en anglais. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des amis anglais, tout ça, à partager. Je vais essayer de préparer tout ça avec mon équipe de monteurs que je salue. À très bientôt. Et d'ici là, fly safe.